Bonjour à tous. Je Bonjour. suis content de vous voir ou de voir votre image. Voilà. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde qu'on continue sur la cognition yogique, la perception yogique directe? Oui? Oui, Oui, OK. oui. avec Très plaisir. bien. Moi, OK. j'essaye de remonter les anciens cours au fur et à mesure, OK. petit à petit. Tu en es où? Ouais, j'en suis à peu près à la moitié sur les deux vérités, à la moitié Waouh, de celles disponibles. quel courage. J'avais refait les Veibhachika, les Sutrantika, Waouh. En effet, quel courage. et il Ah, manquait un tout petit. En fait, il manquait les premières qui n'avaient pas été enregistrées, oui, et au début, ça m'a posé un petit peu de difficulté sur les Veibhachika pour pouvoir reprendre ouais, les exactement. fondamentaux. Parce qu'au début, c'était des audios et après, je me suis dit peut-être c'était plus sympa pour les gens d'avoir une image, surtout s'il y a un partage d'écran parfois, ça arrive. Donc, Ouais. c'est pour ça que on n'a pas le début. Ouais. Le tout début, c'était des audios, mais je les ai peut-être quelque part. Il faudrait que je regarde. Je dois les avoir, ouais. Mais bon, c'est moins. Bon, le tout début, c'est vraiment les bases du Vaibhashika. Mais on y reviendra, j'imagine. Je pense qu'on y reviendra. Il y aura de prochaines vidéos, je pense, là pendant les vacances, sur la suite des écoles philosophiques. Donc, je pense que je reviendrai sur ces choses-là. Mais Ok. de toute manière, je pense que à partir du moment où on a vu une vue d'ensemble et on a pu voir en fait un petit peu les fondamentaux de chacune, enfin, des philosophies, après, on peut rentrer dans les détails et là, ça devient plus pertinent ou ça a Oui. plus de sens. Parce qu'au début, pour moi, ça restait très justement conceptuel. Et Oui, c'était dur de voir vraiment les distinctions oui, c'est un normal. petit peu plus profondes. Voilà. C'est tout à fait normal parce que c'est uniquement quand on rentre dans les détails qu'on commence à voir un petit peu ce qui différencie une école d'une autre. Dans leurs définitions respectives, normalement, ça donne quelques indications. Par exemple, les Vaibhashika n'acceptent pas l'autocognition. Et là, on verra dans la suite de ces quelques pages que les Sautrantika, eux, acceptent l'autocognition. Donc, ça fait déjà une différence très marquée entre ces deux écoles. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres différences. Ouais, ça, ce sont les différences principales, on pourrait dire. Très bien. OK. Et donc, la perception yogique directe, c'était quoi la définition? C'était, en tibétain, c'était Rangi tumo maimbe daken du gyurpe shila sunden tinyezin la tene kepa kanshi toba dans deshi pagyu gi shenri gi kemba. Voilà, voilà, ça vous aide? Ah bah Ouais, oui, beaucoup. oui. Et J'allais le dire, t'as oublié ça, un ça, mot. T'as ça m'ôte les oublié mots de un la mot. bouche. Bon, j'étais sûr que ça allait vous aider. Ok. Donc, en fait, À demain. c'était pour vous redonner la définition telle qu'elle est donnée par Yongzim Purbuchok et aussi d'en connaître l'esprit. On avait vu les points principaux la dernière fois et on avait vu que c'était dans le continuum d'un arya. Vous vous souvenez? Oui, Donc, c'est une sagesse. Kiemba en tibétain, c'est un honorifique pour Ritpa, pour conscience, cognition, etc. Donc, on dit sagesse, mais on pourrait s'en passer. C'est juste une cognition qui se trouve dans le continuum d'un arya et qui est hétérocognitive. Donc, ça, on en avait légèrement parlé la dernière fois. C'était pour la distinguer d'une autocognition. Et elle est libre de conceptualisation et non erronée, puisque c'est une perception directe, et elle naît en dépendance de sa propre condition dominante non commune, un samadhi qui est l'union de shamatha et de Et vipassana. Ouais, Vipassana, ouais. très bien. Ok, très bien. Donc on avait vu ce que voulait dire samadhi, mm, shamatha, on en a un petit peu parlé aussi, vipassana aussi. Ouais, ça vous parle tout ça? Vous avez oui, des doutes à éclaircir? oui, Ouais, ça vous parle? Ok, oui, oui, ça très c'est bien. bon. Très bien, et on avait vu que c'était dans le continuum d'Anarya, puisque il y a toutes ces écoles, sauf le Prasangika, l'école la plus élevée, acceptent que toutes ces écoles acceptent qu'une perception yogique directe n'advient que dans le continuum d'Anarya. Mm. Ouais, Oui, qu'une personne qui n'est pas un être ordinaire, quelqu'un qui a réalisé la réalité directement, etc. Donc différents aspects de la réalité, parce que ça peut être les 16 aspects des quatre nobles vérités. Et alors que dans l'école Prasangika, c'est la seule école à dire que les perceptions yogiques directes sont possibles dans le continuum d'un être ordinaire. Ouais, ça vous parle? oui, oui, Ok. Et donc en particulier, une perception yogique directe qui réalise l'impermanence subtile. Pour les Prasangika, on n'est pas un arya. Si on réalise l'impermanence subtile même directement, c'est pas encore dans le domaine des aryas. Les aryas réalisent la vacuité directement, nécessairement. Ouais. oui, oui. Ok, bravo. Bravo, bravo. Donc, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et donc, on en était, OK.
À la page 89, on n'avait pas beaucoup avancé dans les pages, mais, mais c'est normal. Donc, je crois que c'était le deuxième paragraphe de la page. La perception yogique ne pose donc au premier abord aucun problème. OK, donc pas de problème. Je dis au premier abord, car si on examine les choses de plus près, c'est plus compliqué. La difficulté vient du fait qu'il s'agit d'une compréhension conceptuelle des choses qui est transformée en compréhension directe. Ça, c'est le gros problème. C'est un point très important dans la tradition bouddhiste et surtout dans les traditions indo-tibétaines qui emploient un grand renfort de raisonnement pour certifier la réalité. C'est que au début, c'est conceptuel et après, c'est plus conceptuel. Ouais. Ouais. Et donc, certains seraient tentés de se dire, mais comme il y a une dichotomie, une contradiction entre le premier type de réalisation, qui est conceptuel, et le deuxième type de réalisation, qui est non conceptuel, l'une ne peut pas mener à l'autre. Ça, c'est un gros problème. Donc, c'est pourquoi il y a eu certains maîtres du passé, par exemple, il y avait Hashang Mahayana au Tibet, qui était chinois et qui avait une vue du Chan. C'était pas la vue du Chan, l'ancêtre du Zen, mais il avait sa propre vue du Chan. Il avait ses propres lunettes pour regarder le Chan. Et il disait quoi? Il disait que ce soit une pensée vertueuse ou non vertueuse, de toute façon, c'est une pensée, donc il faut s'en débarrasser. En gros, c'est ce qu'il disait. C'est peut-être un raccourci par rapport à ce qu'il disait, mais la postérité tibétaine raconte que c'est à peu près ce qu'il disait. Il prônait un non-engagement mental. Sem mitrowa en tibétain. Sem mitrowa, ça veut dire se désengager mentalement par rapport à la réalité. Ouais, ça va? Ça Oui. vous parle? Il disait tout simplement, faut pas réfléchir, faut pas penser. Alors que dans la tradition indo-tibétaine, c'est plutôt le contraire. On aurait tendance à faire comme dans Range la chaise à papy, la vidéo sur YouTube. Il faut réfléchir. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il faut réfléchir. OK. Et donc, c'est une grande différence entre ces deux points de vue. Ça veut dire qu'au début, on se dit, OK, puisque au début, on n'a pas le choix, on doit employer l'inférence. Vous vous souvenez, on avait parlé de l'inférence, la cognition inférentielle, ouais? Oui. Et cette cognition inférentielle, elle ne se suffit pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir l'éveil simplement en concevant que nous sommes vides d'existence inhérente ou pour les Sautrantika, que nous sommes dénués d'un soi autosuffisant substantiel. Ça ne suffit pas. Il faut réaliser cela directement, ouais. Bien sûr, ça aussi, c'est dans les sutras. Dans les tantras, on dira, dans les tantras supérieurs, on dira, il faut le réaliser avec la conscience la plus subtile. Il faut réaliser la réalité des choses avec la conscience la plus subtile. Il faut le réaliser directement. Donc, ça veut dire qu'on passe au début dans un état conceptuel et on passe à un état non conceptuel. Et ça pose question. Ça pose question. Certains se disent, oui, mais non, c'est pas possible. Parce que la cause et son effet ont des entités contradictoires. Vous êtes d'accord? Oui. Donc ça veut dire, est-ce que c'est possible ou pas d'avoir une cause et un effet qui ont des entités contradictoires? Normalement, non. C'est pas possible? Ça veut dire que, Normalement, ouais, ça veut dire que la cause et son effet doivent être une même entité? ben, c'est-à-dire que si la cause disparaît, l'effet disparaît. Si l'effet disparaît, la cause n'est pas là. Oui. Donc, forcément que ça, il semblerait qu'il faille la même entité. Ouais, Oui, alors il faut la même. Alors que veut dire être la même entité? Ouais, ça vous parle? Ouais. Ça veut dire quoi, être la même entité? Deux phénomènes qui sont la même entité? C'est-à-dire que si Ouais, l'un ils- disparaît, Ils ont une l'autre. base commune? Ils ont une base commune, oui. Ah, alors c'est intéressant, c'est intéressant. Là, il y a plein de choses intéressantes. Non, je crois que si l'un disparaît, l'autre Non, disparaît Oui, aussi. c'est ça, c'est quand l'un Ah. disparaît, l'autre disparaît, c'est ça. Donc, si l'un disparaît, l'autre disparaît. Ah, Donc, on va essayer d'examiner ce point-là et on va essayer d'examiner l'autre point qui est ils ont des bases communes. OK. Donc, ça, normalement, j'avais prévu de le faire cet après-midi pour les débats, mais on peut en parler déjà un peu aujourd'hui. grand disparaît, l'autre disparaît. Ouais. Quand le plus grand disparaît, l'autre disparaît Oui. aussi. Donc, OK. OK. Donc, ça veut dire que, imaginons, vous avez une graine. Vous avez été acheter des graines. Comment ça s'appelle ce fournisseur de graines là qui était un C'est petit peu. Villemorin, c'est Villemorin. Cocopelli.
Voilà, Cocopelli. Vous allez chez Cocopelli, vous allez chercher des graines qui fait de la résistance pour les graines. Et donc, vous allez acheter des graines, etc. Très bien. Et sur le chemin, vous en avez une, vous la perdez. Ben, elle n'existe plus, elle est détruite, elle tombe, je ne sais pas moi, elle tombe dans un barbecue. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment des exemples très pertinents, mais si cette graine disparaît, comment est-ce qu'on pourrait avoir une pousse? Par rapport à cette graine, on ne peut pas avoir Ouais. de... Donc, ça veut dire que la pousse, si la graine n'est pas là, la pousse ne peut pas être là. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, Mm. Très bien. oui. C'est la même chose avec vous faites cuire quelque chose, vous faites bouillir de l'eau. Vous faites bouillir de l'eau, et donc ça veut dire que s'il n'y a plus le gaz sous la casserole, il n'y a plus l'eau bouillante, il n'y a plus l'ébullition. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que ça veut dire que l'eau, le gaz ou le feu qui est sous la casserole et l'ébullition, ou d'un autre côté la graine et la pousse, sont une même entité? Non, c'est un lien Non. causal. Non. Il y a deux sortes de liens, soit causal, soit entité. Hmm. Ah oui, Exactement. ok. Ok. Ça, c'est très important. C'est très important. Ça veut dire que si deux phénomènes sont reliés, soit ils sont reliés par ce qu'on appelle Tadutpati Sambandha, la relation causale, donc ceci est issu de cela, soit ils ont une relation de même entité, Tadatmya Sambandha. Donc, d'une même entité, ça veut dire qu'ils doivent coexister. Mm. Ouais, ça veut dire que table et existant, table et la généralité existant sont une même entité, vous êtes d'accord? Mm. Parce que si existant disparaît, table disparaît. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, je suis en Donc train de même me faire. entité égale sous-ensemble de. Oui, exactement. Même entité, soit ça veut dire sous-ensemble, soit ils sont coexistants. Par exemple, vous avez impermanent et produit. Impermanent et produit sont une même entité, c'est-à-dire que si l'un cesse, l'autre doit cesser, mais ils sont coextensifs, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Ouais. Mais en tout Mm. cas, ils doivent coexister, c'est nécessaire. Ouais. Alors que la relation causale, ils ne peuvent pas coexister, c'est impossible. Ouais. C'est-à-dire que quand la cause est là, son effet n'est pas là, et quand l'effet est là, la cause n'est plus là, comme disait Dominique. Ouais. Exact. Exact. Très bien. Donc, c'est ces deux relations possibles entre des phénomènes. S'ils existent et s'ils ont une relation, à ce moment-là, c'est une relation soit de même entité, et donc ils coexistent, soit c'est une relation causale. En gros, on dit causale. Littéralement, ça veut dire ceci est issu de cela, mais ça revient au même d'un certain point de vue. Si on parle en général, c'est une relation causale. Et donc, c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir comment dire, une base commune entre ces deux relations. Ouais, ça va? Mhm. Ok, Oui. très bien. Donc ça, c'est très important. Donc maintenant, est-ce que la conscience conceptuelle est née d'une inférence, donc on réalise inférentiellement l'impermanence subtile ou le non-soi, etc., et la perception yogique directe qui va s'en suivre, est-ce qu'elles sont une même entité ou des entités contradictoires? Là, si la perception yogique directe s'ensuit, ça veut dire que la perception inférentielle et la conception inférentielle est causale. Voilà, ça veut dire que si on a d'abord une inférence, on réfléchit, on analyse, on se dit je suis impermanent car je suis produit, on génère une inférence, on va méditer sur cette compréhension conceptuelle et un jour, grâce à un raffinement dans notre esprit, ce concept disparaîtra et on aura une réalisation directe de l'impermanence, on aura une perception yogique directe. Ouais. Oui. Et donc, ça veut dire que la cognition conceptuelle aura été la cause de la perception directe, non? Ouais. Oui. Ok. Oui. Et donc, si c'est la cause, est-ce qu'elle peut entretenir une relation de même entité Ben non. avec son effet? Et non. Nécessairement non. Nécessairement pas. Ok. Très bien. Et donc, si c'est pas la même entité, c'est nécessairement des entités différentes. Ouais. Hein, on n'a pas le choix. Non. Si les deux existent et que c'est pas la même entité, c'est nécessairement deux entités différentes. Et là, non seulement elles sont différentes, mais en plus elles sont contradictoires. C'est-à-dire Ouais. qu'il n'y a aucune base commune entre une cause et son effet. Mhm. Ouais, J'accepte. très bien, très bien. Donc, base commune, vous voyez ce que ça veut dire, base commune, ouais? Ben, quelque chose qui serait les deux à la fois. Voilà. L'intersection entre les deux sous-ensembles. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'il faut quelque chose qui soit à la fois l'un et l'autre.
Et donc, quand on a une cause et son effet, il n'y a rien qui puisse être l'un et l'autre. Il n'y a rien qui puisse être à la fois une cause et son effet, ouais. Ok. Donc, on essaiera de voir cet après-midi, justement, pour les débats, la différence entre base commune et même entité, parce que j'ai l'impression que c'est pas toujours clair la façon dont je l'explique. Donc, on essaiera d'y revenir. Mais normalement, entre base commune et même entité, il y a trois possibilités. Mais on essaiera d'en reparler. Ça veut dire que, par exemple, par exemple, la personne et ses agrégats. Est-ce qu'il y a une base commune entre une personne et ses agrégats? Bah oui. Quelle serait-elle? Bah, La personne est imputée sur ses agrégats. Donc, donc, c'est sans les agrégats, on ne peut Oui. pas la personne, c'est ça. Donc, en effet, on dira que la personne et ses agrégats sont une même entité parce que si l'un disparaît, l'autre disparaît. hum, Mais est-ce qu'il y a une base commune entre la personne et ses agrégats? Est-ce qu'il y aura quelque chose qui pourrait être à la fois une personne et 5 agrégats? non, c'est ça le Ah. problème. C'est bien là le problème. La Ça personne est désignée. passe par l'imputation sur les agrégats. Donc, Une personne n'est ni une forme, ni enfin, un esprit. C'est un. en Mais fait, les 5 à la fois, si, un peu. Alors, est-ce que la personne pourrait être, est-ce que un phénomène qui est il y a une personne pourrait être un peu 5, non, 5 parce que agrégats. les agrégats, c'est de la forme et la personne, c'est un facteur composé non associé. C'est ça, un facteur composé non associé. Donc, c'est pas, il n'y a pas de base commune. Alors, les agrégats ne sont pas que de la forme, hein. Il y a aussi les agrégats Et de la sans forme et de la Des facteurs Psychique. d'attention, facteurs composés, la conscience. c'est Oui. des facteurs mentaux, quoi. Oui, tout à Perception. fait, exactement. Exact, Et exact. en effet, si on disait que la personne était les 5 agrégats, c'est-à-dire que dans les 5 agrégats, vous avez la forme et ce qui n'est pas de la forme. La forme est ce qui est de la conscience, par exemple, pour les sensations, les identifications, les consciences, etc. Comment est-ce Oui, qu'on peut mais c'est contradictoire avec un facteur composé non associé. Exactement, ça veut dire qu'une personne ne peut pas être à la fois de la forme et pas de la forme. Ouais. Ouais, D'accord. ça c'est très important. Ouais. Donc ça veut dire qu'en effet, s'il n'y a pas les agrégats, il n'y a pas la personne, vous êtes d'accord? Sans agrégats, il n'y a pas de personne. Sans personne, il n'y a pas il n'y a pas les agrégats de cette personne. Donc ils sont une même entité. Mais ils sont contradictoires. Il n'y a aucune base commune entre la personne et ses agrégats. Si on prend un autre exemple, on va prendre la table et sa couleur. La table et sa couleur. Est-ce que vous pourriez avoir la couleur de la table sans la table? Bah non, la couleur de la table, on ne peut pas l'avoir sans la table. On aurait une Exactement. couleur, mais pas la couleur de la table. Voilà, on pourrait avoir couleur en Mais général, mais on ne pourrait pas avoir la couleur de la table sans la table. Si on détruit la table, on la casse en mille morceaux, on la brûle, etc. Où est sa couleur? Elle aura disparu en même temps qu'elle, ouais. il n'y a rien qui n'est à la fois la table et sa couleur. Oui, bravo, excellent. Donc ça veut dire que la table et sa couleur sont une même entité, mais elles n'ont aucune base commune. Mhm. Ouais, ça vous parle? Oui, alors c'est dans quel exemple qu'il y a une base commune, puisque tu dis 3 possibilités? Alors, par exemple, si vous avez chose et impermanent, si vous prenez une table, est-ce qu'une table est une chose? Oui. Est-ce qu'elle est impermanente? Oui. Donc, chose et impermanence sont une même entité et en plus, il y a des bases communes. D'accord, Ouais, d'accord, ça va? d'accord. Ok, bravo, très bien. Donc, par contre, entre une cause et son effet, il n'y a aucune base commune. C'est nécessairement contradictoire. Oui, Ça joue? Ouais. oui, Mais entre une cause et son effet, il y a en effet, il y a pas de relation de même entité. Il y a une relation causale. Ok, mm, très bien. Donc, ça veut dire que l'entité d'une conscience conceptuelle qui va engendrer une perception directe yogique a une nature contradictoire avec la perception yogique directe. Ça veut dire qu'il n'y a aucune conscience au monde, dans l'univers, qui puisse à la fois être conceptuelle et non conceptuelle. ouais. Ouais. Donc ça veut dire que la conscience conceptuelle sur laquelle on va méditer, sur l'impermanence, le non-soi, etc., elle va déboucher sur une perception yogique directe, mais leur nature aux deux est contradictoire. Ça Et joue?
Oui, c'est causal, il n'y a aucun qui soit les deux, c'est ça. Exactement. Malgré tout, ça n'empêche pas qu'elles soient contradictoires, que l'une peut engendrer l'autre. Par exemple, une pousse et une graine. Est-ce qu'une pousse et une graine ont une nature équivalente ou une nature contradictoire? Contradictoire, Contradictoire. Ouais, c'est-à-dire qu'une graine est une non-pousse oui, et une Oui. pousse est une non-graine. Vous êtes d'accord? oui, Donc, c'est-à-dire que graine et non-graine sont contradictoires. oui, Et oui. pousse et non-pousse sont contradictoires. Donc, graine et pousse sont contradictoires, mais l'une peut très bien être la cause de l'autre. Mhm. Ouais, ça vous parle? Oui. Mhm. Ok, génial. Et donc, dans l'un de ces textes, la Tsongkhapa donne un exemple. Il dit que si une conscience conceptuelle, simplement par le fait qu'elle est conceptuelle et donc qu'elle a une nature contradictoire avec la perception yogique directe qu'elle va engendrer, ne pouvait pas donner cette perception yogique directe, à ce moment-là, personne ne pourrait obtenir l'éveil. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres ordinaires, en tout cas moi j'en suis un, vous je ne sais pas, mais moi je suis un être ordinaire. Un être ordinaire, c'est un non-Bouddha. Oui. Et un Bouddha, c'est un non-être ordinaire. Et donc ça veut dire que personne, en tant qu'être ordinaire, ne pourrait être la cause de l'état d'éveil qu'il deviendra par la suite. De l'éveillé qu'il deviendra par la suite, ouais, Oui. si c'était le cas. Et c'est pas le cas. On peut obtenir l'éveil. On peut être au début un être ordinaire et ensuite devenir un non-être ordinaire, un Bouddha pleinement éveillé, même si les deux sont contradictoires, ouais. Oui, oui. Ça parle à tout le monde? Ouais. Waouh, excellent. Oui. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est magnifique, c'est très important parce que ça a une portée épistémologique immense. Ça veut dire qu'en effet, on peut tout à fait, au début, penser à la vacuité ou penser au non-soi pour les Sautrantika, penser au non-soi, penser à l'impermanence, etc. Il n'empêche qu'un jour, ça pourra donner une perception directe yogique. C'est pas contre-productif. Ouais, contrairement à ce que disait Hashang Mahayana. Il disait si c'est une pensée, c'est conceptuel, et donc ça ne peut pas déboucher sur le non conceptuel. C'est pourquoi d'emblée, il faut être dans le non conceptuel, il faut un désengagement mental. C'est ça qu'il disait, ouais. Mhm. Bravo, bravo, bravo. Excellent. Ok. C'est quand même tous les deux de l'entité de la conscience. Oui, exactement. Ça veut dire qu'en effet, ça c'est un point important, ça veut dire que leur nature n'est pas totalement sans lien. Mm. Parce que sinon n'importe quoi causerait n'importe quoi. Mm. Ouais. Vu que ça, c'est ce que dira Acharya Chandrakirti dans le Madhyamakavatara, quand il va essayer de déconstruire la production, exactement comme le fait Arya Nagarjuna dans la première strophe du premier chapitre du traité du milieu, où il dit Naswato napiparato, etc., quand il dit rien ne peut venir de soi, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de déconstruire la production. Mhm. On cherche une production en soi. Et donc, si on cherche une production en soi, elle peut venir, si elle existait, elle viendrait. C'est-à-dire que si on avait une pousse qui naissait en soi, elle naîtrait soit d'elle-même, soit d'autre chose, soit des deux, soit sans cause. Il n'y a pas 36 000 possibilités. Ouais. Et donc, de soi-même, c'est facile à réfuter, sans cause, c'est facile à réfuter, mais par rapport à naître d'autres, c'est là où ça pose question. C'est vrai. Et donc, Acharya Chandrakirti dit, on cherche une production en soi, et donc une production en soi, ça veut dire quelque chose qui naîtrait de quelque chose qui serait autre en soi. En soi, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ça veut dire que des natures totalement sans lien, ça veut dire qu'une table pourrait engendrer une pousse, aussi bien qu'une graine pourrait engendrer une pousse. Mm. Parce que les deux, la graine et la table, sont aussi séparés de la pousse, du point de vue seraient aussi séparés de la pousse du point de vue d'une entité intrinsèque que n'importe quoi, que l'espace, que ce qui ne peut rien produire, etc., etc. Donc il y a quand même un lien, si on ne dit pas que c'est un lien d'entité, c'est un lien de quoi? De nature, d'essence. Voilà, un lien causal, ça veut dire que c'est quand même un lien causal, ça veut dire que même si la cause et son effet ont des entités contradictoires, il y a quand même, au sein de cette contradiction, il y a quand même une même continuité. C'est un petit peu, c'est un petit peu l'analogie avec un des cours qu'il y avait eu auparavant sur similarité. Tout dépend en fait de quel point de vue on se place. Oui, 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 ça c'est très important. Très important, ça veut dire que, en effet, si on avait la similarité,
la similarité et la dissimilarité, si on prend le point de vue des Sautrantika, ça veut dire que bah, tout ça, c'est véritable, intrinsèque de son propre côté. Et c'est là où les Prasangika comme Achala Chandrakirti viendront en disant si une pousse est autant dissimilaire qu'une graine, elle sera autant dissimilaire qu'une graine que la pousse avec la table. C'est-à-dire que si la pousse et la graine sont dissimilaires en soi, eh bien la pousse sera aussi dissimilaire de la graine que la table. Et donc, pourquoi est-ce qu'une pousse n'engendre pas une table? Pourquoi est-ce qu'une graine n'engendre pas une table? Dans ce cas, puisque autant la graine est dissimilaire avec la pousse que la table est dissimilaire avec la pousse. Donc, en fait, la relation, c'est une relation de continuum. Ouais, c'est la seule possibilité de réponse. C'est-à-dire qu'en effet, la table n'appartient pas au continuum de la pousse, alors que la graine appartient au continuum de la pousse, même si elles sont aussi contradictoires l'une que l'autre. Ouais. Donc, C'est ça finalement, il y a aussi, parce qu'on dit il y a causal ou entité, mais il y a continuum. Enfin, un continuum, c'est aussi un troisième type. Pas le troisième type, c'est aussi un type qui est là, quoi. Alors, le continuum implique nécessairement la causalité. Ouais. Le continuum implique la causalité, Ouais. d'accord. Parce que Même nature et même continuité. oui, c'est en effet une même continuité. Il faut que ce soit une même continuité entre la graine et sa pousse. Il faut qu'il y ait une même continuité. Mais il n'y a pas cette continuité entre la graine et la table. C'est pourquoi la graine ne peut pas engendrer la table. C'est ce que diront les Sautrantika. Les Sautrantika disent tout ce qui existe existe véritablement. Et donc la table existe véritablement, la pousse existe véritablement, la graine existe véritablement, et leur dissimilarité existe véritablement. Et donc, pourquoi est-ce qu'une graine peut engendrer une pousse et pas une table, alors qu'elles sont autant dissimilaires? Parce qu'il y a le continuum. Ouais, et cette relation de même continuum n'existe pas dans la même entité, dans l'histoire de la même entité. Ok. Exactement, tout à fait. Ça veut dire que deux instances qui appartiennent à un même continuum sont nécessairement des entités différentes. Voilà. Par contre, les instances et leur continuum sont une même entité. Oui, oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ok. Ok, waouh. Là, on a été vraiment dans les profondeurs de la philosophie bouddhiste. Bravo. Excellent. Et donc, c'est là où Acharya Chandrakirti arrivera, qui dira au Sautrantika, si pour vous, une graine et une pousse sont autant dissimilaires qu'une graine et une table, pourquoi la graine n'engendre pas la table? Parce que dans le continuum, d'une manière ou d'une autre, les instances sont séparées les unes des autres avec une séparation inhérente, intrinsèque. Et donc, dans ce cas-là, le continuum est impossible. Et alors, quand on a cette notion de continuum entre deux phénomènes, on a forcément une relation de causalité. Alors, on serait tenté de dire normalement oui. D'accord. Normalement, oui. Ça veut dire que quand vous avez un continuum, alors si on accepte, bien sûr, il y en a qui vont dire que c'est pas que le continuum est une simple imputation. Par exemple, chez les Sakyapa, je crois que c'est Sakya Pandita qui dit ça, qui dit un continuum, par exemple, vous avez jeudi, vendredi et samedi, c'est un continuum. Mais jeudi, au moment où vendredi existe, jeudi est un non-existant. Mais il en est la cause quand même. Ouais. Et au moment où vendredi existe, samedi est un non-existant. Et donc, ça veut dire que pour Sakya Pandita, le continuum est une simple imputation. Pourquoi? Vous avez une corne de lapin, un existant, une corne de lapin. Et c'est ça le continuum. Mais d'autres vont dire c'est pas vraiment ça. Ça veut dire que d'autres, par exemple les Vaibhashika, vont dire que le présent et le futur existe avant le présent. Et le passé existe après le présent. D'une certaine manière. C'est un peu bizarre. Nous, on a tendance à se dire, ben, il y a d'abord le passé, puis le présent, puis le futur. Mais chez les Vaibhashika, par exemple, ils vont dire que la table d'hier, elle existe après avoir existé. Et donc, elle existe après le présent. C'est un peu bizarre. Ok. Ok, donc c'est pas très grave, mais c'est intéressant parfois de se poser la question, bien sûr, pour ceux que ça intéresse. On pourrait se dire que le passé, c'est une perception erronée, mais le futur est une perception fausse. Alors, le passé serait la perception du passé serait une perception erronée? Et oui, enfin, l'objet apparent qu'on en fait est forcément erroné, puisqu'on est déjà en train de déformer ce qui a été par rapport à l'instant où on l'a vécu. Oui.
Ouais, ouais. Très bien. Donc, en effet, il y a des souvenirs trafiqués. Ça, en psychologie actuelle, en neurosciences, etc., on est en train de montrer en effet que au fur et à mesure qu'on avance en âge, nos propres souvenirs peuvent évoluer. Peuvent évoluer. Et il y a même je crois qu'à un moment donné, dans les années, il y a 10, 20 ans, je crois, quelque chose comme ça, il y avait des sectes des mouvements sectaires dans le domaine de la psychologie, etc., où les gens, en fait, euh, comment dire, plantaient de faux souvenirs chez les gens, en leur disant, oui, vos parents vous ont fait ci, vous ont fait ça, donc pour séparer les gens de leur famille, et donc pour les isoler, donc pour avoir une emprise mentale sur eux. Donc ça a pu arriver, c'est-à-dire que les gens peuvent tout à fait croire à avoir eu un souvenir alors que pas du tout. Donc dans ce Après, cas-là, ouais, je n'entendais pas nécessairement qu'il soit faux, mais dans tous les cas, on vient à l'erroner et le déformer toujours un petit peu plus. oui, et même On on aura... pourrait. Ouais, pardon, vas-y. Ouais, dès l'instant où c'est conceptuel, de toute façon, c'est erroné. Ouais. Dans le Oui. sens où, Ouais. pour les épistémologues Sotrantika, ils vont dire qu'une cognition, comment ça s'appelle, une conscience, une cognition subséquente, conceptuelle, est nécessairement un souvenir. Ou non, on pourrait dire le formuler dans l'autre sens. Un souvenir est nécessairement une cognition subséquente conceptuelle. Et elle continue de réaliser ce qui a déjà été réalisé, parce que c'est la définition d'une cognition subséquente, mais elle est erronée. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessairement conceptuelle. Et en effet, après, comme tu dis, le concept lui-même peut évoluer d'un certain point de vue, et on peut avoir un souvenir un peu distordu ou sélectif. Mais ça, c'est le problème de la conscience conceptuelle. La conscience conceptuelle est nécessairement sélective. Elle s'engage par exclusion. Donc, elle élimine nécessairement beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi elle est très pauvre par rapport à une perception, à une expérience directe. Ouais. Ouais. OK. Et imaginer l'avenir, on peut imaginer un avenir qui est totalement irréaliste. Alors, par exemple, hélas, on peut imaginer que demain, la paix dans le monde existera, ou même aujourd'hui, et donc ça peut être totalement irréaliste. Et donc, dans ce cas-là, ce sera une cognition fausse conceptuelle. Mais si on envisage, je ne sais pas, on envisage que demain, le soleil se lèvera, ou je ne sais pas moi, que demain, les feuilles des arbres vont continuer à tomber, etc. Dans ce cas-là, on peut imaginer quelque chose qui va arriver, mais c'est un petit peu moins faux que imaginer quelque chose de totalement irréaliste. C'est une conscience conceptuelle de toute façon, donc c'est erroné, mais ça peut être plus ou moins en accord avec la réalité. Et donc Sakya Pandita, lui, va dire, bah, de toute façon, le passé et l'avenir n'existent pas ou n'existent plus, et donc ce qui existe, c'est le moment présent, il n'y a que ça. Et donc le continuum, du coup, devient obsolète, devient totalement imputé, conceptuel, etc., etc. Bon. Ouais, ça va? Ok, très bien. Donc on va essayer de revenir à ce que disent Acharya Chandrakirti et Dignaga. Donc ça, c'est toujours page 89, il dit... comment est-ce qu'on passe donc d'une conscience conceptuelle à une conscience, à une perception directe, donc yogique en l'occurrence? Cela se fait par la méditation et par la familiarisation répétée avec l'objet. Hein? En tibétain, on dit gom. Gom, ça veut dire méditer, se familiariser, habituer son esprit. Ça vient du sanskrit bhavana. Bhavana, ça peut vouloir dire soit cultiver son esprit, soit faire engendrer quelque chose qui n'existe pas. Exactement comme quand on fait de la culture dans son champ, dans son jardin, on fait pousser des tomates. On fait pousser des pieds de tomates qui n'existaient pas avant. Voilà, les pieds de tomates, c'est les perceptions yogiques directes. Ok. Donc, Dharmakirti dit que le développement de la conscience conceptuelle à la conscience non conceptuelle est une chose commune. Ça nous arrive à tous. Ce n'est pas réservé à la méditation, cela se passe communément. Il arrive souvent que parfois, à force de penser à quelque chose, on se mette à halluciner ce quelque chose. Dans ce cas-là, on a simplement transformation d'une conscience conceptuelle en conscience non conceptuelle. Cette conscience non conceptuelle n'est pas une perception, puisque c'est une hallucination, et qu'une perception doit être non erronée. C'est là où on avait vu ça avec l'entraînement méditatif. Certains sont capables de voir des squelettes partout, ou de l'eau partout, etc., etc., parce qu'ils s'entraînent à visualiser cela. Et au bout d'un moment, ça arrive à leur esprit. Ils perçoivent cela.
Et donc, on ne peut pas l'appeler une perception. Je crois que c'était l'intervention de Jordan qui avait souligné ce point. C'est qu'en effet, dans certaines occasions méditatives, il y a des choses qui sont perçues, mais on ne peut pas, dans ce cas-là, cet événement mental, on ne peut pas l'appeler une perception directe parce que ce n'est pas vraiment en accord avec la réalité. Ce n'est pas parce que quelqu'un voit tout comme étant de l'eau que tout est vraiment fait d'eau. Ouais. Oui. Donc c'est là où ça pose question. Alors qu'une perception directe doit être non erronée, ça veut dire qu'elle doit être en accord avec la réalité. D'ailleurs, pour les Sautrantika, perception directe égale conscience ultime, parce qu'elles perçoivent des vérités ultimes, des impermanents. Ouais, ça c'est vraiment fondamental chez les Sautrantika, c'est que les impermanents sont des vérités ultimes parce que ce sont les objets des consciences ultimes dans le sens non erroné. Ouais. Ok, très bien. Donc là, il dit c'est une fausse perception, une conscience fausse, mais c'est bien une conscience non conceptuelle. Donc c'est une hallucination. Bah, c'est comme dans le rêve. Si par exemple, je sais pas moi, vous jouez aux échecs toute la journée, c'est conceptuel, hein, quand on joue aux échecs, c'est conceptuel, mais pendant la nuit, on peut rêver qu'on joue aux échecs. Et le rêve est une hallucination mentale. C'est pas conceptuel. Donc ça veut dire que l'un peut très bien engendrer l'autre. Très bien. Dalmakiti donne plusieurs exemples d'hallucinations. Et il dit que ces hallucinations sont non conceptuelles, de même que le rêve est non conceptuel. Donc ici, nous avons une transformation de pensée conceptuelle en expérience directe. Sauf que là, l'expérience est un petit peu frelatée d'un certain point de vue. Dalmaketi dit que la méditation procède de la même façon, c'est-à-dire que par la familiarisation, on transforme quelque chose qui est conceptuel en quelque chose de non conceptuel. Ouais, ça vous parle? Ouais. Alors c'est hallucinatoire. Alors, ça dépend de quel type de méditation on fait. Si on essaie de développer le renoncement et qu'on se dit le corps humain, etc., si on essaie de disséquer avec notre scalpel mental, on essaie d'observer ce qu'il y a, la simple apparence derrière la peau, etc., et on se dit, bah, finalement, tous les êtres qui possèdent un corps grossier sont comme ça, et donc on visualise la terre entière recouverte de squelettes, etc. Au bout d'un moment, ça va engendrer que la personne voit en effet tout ça, mais voit, c'est pas vraiment, on peut pas vraiment l'appeler une perception directe. Par contre, si on emploie un autre type de méditation, qu'on essaie de penser à l'impermanence subtile ou le non-soi, etc., là, comment est-ce que ça pourrait être frelaté dans ce cas-là? Quand on aura une perception directe de l'impermanence subtile ou du non-soi, comment est-ce que ça pourrait être hallucinatoire? Et Et parce qu'hallucinatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui apparaît, mais qui ne correspond pas à la réalité. Vous êtes d'accord? Oui. Alors que si la personne réalise l'impermanence subtile est censée lui apparaître. D'ailleurs, là, elle nous apparaît, mais elle n'est pas réalisée. Sauf que pour la perception yogique directe, elle apparaît et en plus, elle est réalisée. Ouais. On voit la réalité. On voit la réalité. Et voir la réalité, est-ce que c'est dans le domaine de l'hallucinatoire? Non. Non, c'est vrai, c'est même l'opposé, on pourrait dire. Ouais. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est un petit peu dans l'hallucinatoire. Ça veut dire que même si l'impermanence subtile nous apparaît, notre conscience visuelle, nos consciences sensorielles, etc., et même notre conscience mentale ne certifie pas cela. Au contraire, on a l'impression d'une stabilité, d'une staticité. Ça se dit ça? De quelque chose de statique. voilà. Et donc ça, c'est hallucinatoire, parce que la réalité de la table, c'est de changer d'instant en instant. Si on regarde un microscope électronique, on verra que les molécules changent, etc., d'instant en instant. Alors, le corps illusoire impur, il est quoi, lui? Oula. Alors là, c'est autre chose. Là, dans les tantras supérieurs, le corps illusoire impur, normalement, c'est la réalité des choses. Puisque comment fonder l'obtention de l'éveil, l'union du corps illusoire avec la claire lumière, etc., sur quelque chose de frelaté, quelque chose de fallacieux ou d'hallucinatoire, comment ce serait possible? Comment est-ce que l'éveil pourrait reposer sur quelque chose de disharmonieux vis-à-vis de la réalité? Donc, normalement, ça survient, en fait, ça survient sur la base du souffle subtil, sur la base d'un entraînement mental, etc., etc. Et le mandala apparaît spontanément, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, c'est pas hallucinatoire. D'accord.
Sauf que les autres à l'extérieur ne le perçoivent pas, ce corps illusoire. Il n'y a que les Bouddhas, les clairvoyants, j'imagine, qui peuvent le percevoir. Donc si le Bouddha le perçoit, c'est que ça existe, non? Comment est-ce que le Bouddha pourrait percevoir un non-existant? Oui. Ok, très bien. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, on a du temps encore? Ouais, c'est super. C'est super. Ok. Donc là, on a une question qui dit ce qui voudrait dire que quand, par exemple, on prend une déité, bah tiens, voilà, on prend une déité comme objet de méditation, par la familiarisation, on va déboucher sur une perception directe. Donc c'est à peu près une question similaire à celle de Bernard. Ce serait une conscience non conceptuelle, perception ou pas. Ok. Donc en fait, Geshe Dreyfus, lui, il dit perception ou pas. C'est-à-dire que si c'est pas une perception, à ce moment-là, c'est quelque chose qui relève de l'hallucinatoire, comme le fait de voir des cadavres partout, de voir tout comme étant fait d'eau, etc., etc. Ouais. Pour savoir si c'est une perception ou pas, il faut savoir si elle est erronée ou pas. C'est toute la question. C'est toute la question. Ça veut dire qu'en effet, si le corps illusoire, ou si le mandala, ou si la déité, etc., n'était pas là, et qu'on voit un truc, à ce moment-là, ce serait erroné. C'est comme Oui. voir un mirage. Dans le mirage, il n'y a pas de flaque d'eau. Mais on voit une flaque d'eau. Donc on voit ce qui n'existe pas. Donc c'est hallucinatoire, hein? Oui, oui. Oui, oui. Ok. Mais si ça existe et qu'on le voit, normalement, c'est pas erroné. Ouais, en tout cas, pour les Sotrantika. Pour les Prasangika, on verra que toute conscience C'est bien erroné. extraordinaire est nécessairement erronée. Donc ça règle le problème. C'est facile comme ça. Oui. C'est quelque chose que j'ai toujours eu un petit peu de mal à saisir. Effectivement, le cas du mirage est un bon exemple, mais on pourrait même penser une vue dans la pénombre ou carrément une disparition de tous nos sens quand on est la nuit. Oui, Là, il y a plus, il y a même plus de réalité aucune sur la perception visuelle quand on n'a pas de lumière. oui, Comment, du coup, comment ça c'est interprété ou considéré, point de vue Sotrantika? oui. Donc ça veut dire que quand on est dans le sommeil ou simplement quand on est privé de l'un des sens, etc. Ouais, enfin, quand on a une perception qui ne fonctionne pas, manque de Oui, lumière, le mirage, un miroir déformant ou oui. Donc en effet, on dira que ce ne sera pas une perception directe, parce qu'une perception directe est nécessairement définie chez les Sutrantika, en tout cas, comme étant une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Oui, tant pas dans Deshi Machu Erikpa. Et donc non erronée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Ouais, c'est ça que ça veut dire une conscience non erronée. Et on dit la conscience non erronée, c'est une conscience qui ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Et donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose de distordu, s'il y a une tromperie d'une certaine manière, si on se trompe à l'égard de l'objet apparent, ça peut pas correspondre à la définition d'une perception directe. Ouais. Donc, dans ce cas-là, ils vont l'appeler une cognition non conceptuelle fausse. Ou une cognition fausse non donc donc conceptuelle. donc voir la nuit n'est plus une perception directe. Alors, voir la nuit, si on a Il y a des pas yeux de de condi chat. il y a pas la condition coopérante qui est la lumière. Ah oui, donc voir la nuit, en effet, ça veut dire que voir la nuit, si on est dans l'obscurité totale, donc forcément, il va manquer l'objet. Il va manquer l'objet. Notre faculté visuelle, elle fonctionne très bien. Notre condition antécédente, elle est là, donc un moment de conscience immédiatement antérieur, mais il manque un objet. Il manque un objet visuel. Ouais. Enfin, il y en a un de certains points de vue, parce qu'on se rend compte qu'il fait noir. Donc on perçoit l'obscurité, non? Oui, c'est vrai, de toute manière, en fait, c'est l'objet qui émet pas de lumière, donc en fait, on est en accord avec, ce qu'il nous envoie. Ouais. Ouais. Exactement, ça veut dire que si on est, par exemple, dans les visiteurs et que, il y a, il y a quelqu'un qui allume l'interrupteur, qui l'éteint jour, nuit, on est capable de se rendre compte hein, qu'on est dans l'obscurité ou qu'on n'est pas dans l'obscurité. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, l'obscurité sera l'objet. On ne percevra Ouais, pas un ouais, autre d'accord, objet ouais, que celui-ci. effectivement. Ouais. Oui, absolument. Excellent, donc ça veut dire qu'on a une perception directe de l'obscurité. Ouais.
Donc l'obscurité doit être un objet. Parfois, on aurait tendance à se dire, non, le noir, c'est une absence de couleur, ou l'obscurité, c'est une absence d'objet visuel, etc. Mais en fait, l'obscurité elle-même est un objet visuel. Ouais. Mhm. Mais les autres objets qui étaient censés être vus, eux, par contre, ne sont pas présents, ne sont pas visibles. Et donc, forcément, on n'aura pas la perception visuelle d'une table si on est dans l'obscurité totale. Ouais, très bien, ok. Très, très bien. Ok, bah c'est génial. On va essayer de voir ce que dit la suite. Sauf si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. Ok. Donc, comment savoir si c'est une... Ouais. Ok. Donc, toujours dans la question. Comment savoir si c'est une hallucination ou si c'est une déité? Donc, c'est en effet difficile. Il y a dans certains textes des critères qui sont donnés pour essayer de distinguer ce qui est perception, c'est-à-dire ce qui est correct, de ce qui est hallucination. La question est en effet de savoir si c'est erroné ou pas. La question de savoir si c'est non conceptuel ou pas est plus facile à résoudre que la question de savoir si c'est erroné ou pas. Le mécanisme général proposé par Dharmakirti est un mécanisme très simple, c'est le mécanisme de la familiarisation. C'est ce mécanisme qui permet de passer du concept à la vision directe. L'objet auquel la pensée conceptuelle a accès n'est que le concept. Donc là, on pourrait gloser un petit peu. L'objet auquel la pensée conceptuelle a accès n'est que le concept, on va dire l'objet apparent. Ouais. Il y a, alors, dans le chat. C'est Alexis qui dit qu'il est obligé de partir, je crois. Ah, ok, d'accord. Ok. Ok, à la prochaine. Ok. Très bien. Donc en fait, quand on dit l'objet auquel la pensée conceptuelle a accès n'est que le concept, l'objet apparent, hein, parce que quand on pense à nos chaussures, euh, les chaussures sont l'objet auquel notre conscience conceptuelle a accès, mais c'est l'objet d'engagement. Ouais. Mhm. Donc c'est ça qu'il faut voir. Quand on parle de l'objet auquel on a accès, là, dans ce cas-là, c'est l'objet apparent. Et là, ce n'est que le concept, on est d'accord. Mhm. Le concept correspond à l'objet, mais de façon indirecte, et ne correspond qu'à un seul aspect de l'objet. Si on perçoit l'impermanence par le concept, on a une idée de l'impermanence et cette idée se relie indirectement à l'impermanence. Seulement, en développant l'idée de l'impermanence, on développe uniquement l'idée de l'impermanence. Parce que comme on l'avait vu, c'est un engagement par exclusion, une conscience conceptuelle. Oui. C'est-à-dire c'est comme un... Comment ça s'appelle là quand vous avez par exemple sur scène, vous avez un spot de lumière, juste un spot de lumière qui suit l'acteur ou... comment ça s'appelle? Il y a un nom pour ça. Enfin, c'est pas très grave. En tout cas, c'est un spot qui éclaire juste une partie de la scène. Et rien d'autre. Tout le reste reste dans le noir, ouais. Une sorte de zoom. C'est un peu ça. C'est un peu ça, tout à fait. Projecteur. Exactement. Localisation. Ça veut dire qu'on sélectionne. On sélectionne uniquement quelque chose et au détriment de tout le reste. La conscience conceptuelle, elle fonctionne comme ça. Quand on pense à fleurs, par exemple, ou si on pense à fleurs, il est possible qu'on ait une représentation, une image d'une fleur. Ouais, à la rigueur, on peut très bien avoir l'image d'une rose ou l'image d'un dahlia, etc. à l'esprit, pourquoi pas? Ou même d'un mix entre une rose et un dahlia, pourquoi pas? On pense à fleurs. Et donc, quand on pense à fleurs, on ne va pas nécessairement penser à myosotis, je ne sais pas moi, iris, etc., etc., pâquerette, etc., etc. On ne va pas nécessairement penser à tout ça. Au contraire, on va sélectionner, on va juste penser fleurs. Et donc, on exclut nécessairement beaucoup de choses. C'est très pauvre, cette pensée de fleurs, ouais. Mm. Ok. Et donc, pourquoi c'est une conscience qui s'engage par exclusion. Elle est très pauvre. Elle sélectionne certaines caractéristiques au détriment de beaucoup d'autres. Très bien. Et donc là, c'est pareil pour l'impermanence. On va penser à l'impermanence, mais on va nécessairement pas penser à production des choses produites, production des choses matérielles, production des phénomènes conscients, etc. Tout ça, ça va être mis de côté. On va juste penser à impermanence. Donc c'est beaucoup plus sélectif. Quand cette idée devient claire, il est difficile de comprendre comment l'ensemble de l'objet tout à coup est restitué. C'est-à-dire qu'on a une conscience conceptuelle qui est comme ce spot de lumière sur la scène, qui n'éclaire qu'un objet sur la scène et rien d'autre, par exemple un fauteuil. Vous avez ce spot de lumière qui est censé représenter la conscience conceptuelle qui pense à la scène tout entière. Mais le problème, c'est comme c'est conceptuel, ça ne sélectionne qu'un aspect de cette scène. Et donc ça, c'est le concept.
Et quand il y a une perception directe, le concept s'efface, et là, on voit toute la scène en entier. Ouais. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on passe de cette focalisation sur un truc à la perception générale du truc? Comment c'est possible? Donc, c'est là où il y a eu beaucoup de questions par rapport à tout ça. Donc là, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire qu'au début, quand on a une conscience conceptuelle qui pense à l'impermanence, c'est une conscience qui s'engage par exclusion. Et donc, elle exclut énormément de choses. Et quand on aura une perception directe, c'est une conscience qui s'engage de manière collective. Ça veut dire qu'elle va appréhender l'ensemble du truc. C'est-à-dire que quand on va réaliser l'impermanence subtile, notre impermanence subtile à nous, par exemple, quand on va la réaliser directement, on percevra l'ensemble de ce que ça veut dire. Ça veut dire l'impermanence, la production, blablabla, tout ce qui va avec. Alors que quand on pense à impermanence, on pense juste à impermanence. Donc comment est-ce qu'on passe d'un truc extrêmement focalisé à un truc qui est beaucoup plus panoramique? Donc c'est là où la question se pose. Donc c'est ça qui dit, quand cette idée devient claire, il est difficile de comprendre comment l'ensemble de l'objet, tout à coup, est restitué pour une perception yogique directe. L'ensemble de l'objet doit être restitué puisque maintenant, on a une perception. Quand le concept s'efface, on aura une perception. Alors que la conception n'est que la conception de l'impermanence et de rien d'autre. Lorsqu'elle se transforme en perception, elle se transforme en perception de l'objet tel qu'il est. Il se révèle tel qu'il est, avec tout ce faisceau d'informations qu'il contient. Et donc, on passe d'un truc extrêmement pauvre à un truc extrêmement riche en termes d'informations. Ouais. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est là où toute la question se fait. OK. Donc, j'aurais aimé aussi parler de réalisation implicite et explicite, parce que ça, c'est très important pour les Sautrantika. Est-ce que ça vous parle? Non. OK. Donc, quand on parle d'une réalisation explicite, ça veut dire que on comprend quelque chose, puisque c'est une réalisation. Donc, on le comprend, ça peut être perceptuellement, conceptuellement, etc. Et non seulement on comprend l'objet, mais en plus, il nous apparaît. Ouais. Ça veut dire que quand on perçoit une table visuellement, on comprend la table, notre esprit se dirige vers la table, il la comprend, il sait ce que c'est. Et non seulement il la comprend, mais en plus elle apparaît. Ouais. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est très important. C'est une réalisation explicite. Ça veut dire que le phénomène apparaît à la conscience. Et la magie de l'esprit, c'est qu'il peut réaliser des phénomènes qui ne lui apparaissent pas. Et quand il réalise un objet qui ne lui apparaît pas, dans ce cas-là, c'est implicite. Ouais. OK. Et donc, les Sautrantika, c'est ce qu'ils disent quand on a une perception yogique directe du non-soi. Le non-soi, c'est permanent ou impermanent? C'est permanent. C'est permanent, ouais. Et si c'est permanent, est-ce que ça peut être une cause ou une condition? Absolument pas. Donc si c'est permanent, ça ne peut pas être une condition objectale. Ouais. Alors qu'on avait vu que pour une perception directe, en général, on a besoin de 3 conditions. La condition objectale, la condition dominante et la condition antécédente. Oui, vous êtes d'accord? Oui. On a besoin d'un objet, d'une faculté et d'un moment de conscience immédiatement antérieur. Donc tout ça, c'est dans le domaine de l'impermanent, puisque ce sont des conditions. Donc quand on perçoit la table est une condition de notre perception visuelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexis, ça veut dire que si on est dans l'obscurité, la table cesse d'être une condition de notre perception visuelle. Et donc notre perception visuelle ne la voit pas, tout simplement. Ouais? Oui. OK. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que quand on parle de ces 3 conditions, il faut que ce soit impermanent. Mais le problème, c'est que la perception yogique directe, elle est censée réaliser directement le non-soi. Mais le non-soi est permanent. Et s'il est permanent, il ne peut pas être une condition objectale. Il ne peut pas être une cause de cette perception. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc, ça veut dire que la perception directe yogique peut réaliser le non-soi directement, mais implicitement. Bon, c'est ça. Ouais. Ça va? Ça vous parle? Bon, on y reviendra parce que ça... Oui? Quand tu as commencé à expliquer, moi je pensais que du coup que la réalisation implicite, c'est-à-dire qu'on comprend quelque chose, mais l'objet n'apparaît pas, et je m'étais dit, est-ce que ça ne serait pas l'exemple du non-soi pour un non-aria? Oui, alors on pourrait dire, en effet, pour un non-aria, il peut réaliser explicitement le non-soi conceptuellement. Oui, Voilà. Ouais. Et est-ce que le non-soi apparaît à sa conscience? On pourrait dire que
Euh, ça pose une question. Ça pose une question parce que pour justement les Sautrantika, c'est ce que dit Yonzin Podbochok, il dit les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes et les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles. Oui. Ouais. Donc on peut dire que, pourquoi pas, le non-soi, comme il est permanent, il est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et comme c'est qu'une conscience conceptuelle, c'est nécessairement pas une perception yogique. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que pour les Sautrantika, ils vont dire que le non-soi apparaît, et même, on pourrait dire que pour les Sautrantika tels qu'ils sont expliqués par les Gelupa, n'importe quel phénomène qui est réalisé conceptuellement apparaît à cette conscience conceptuelle, mais mêlé à une généralité de sens, mêlé au concept, c'est-à-dire déguisé par le concept. C'est comme si vous avez, je sais pas moi, votre cousin qui apparaît à Noël, mais déguisé avec le costume du Père Noël. C'est en effet votre cousin qui vous apparaît, mais déguisé avec le costume du Père Noël. Donc vous ne le voyez pas vraiment, en fait. Ouais, vous ne le voyez pas tel qu'il est. Pour le non-soi et n'importe quel phénomène permanent, c'est nécessairement l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, mais ça va être mêlé à cette généralité de sens. Et donc c'est pourquoi il manque quelque chose. C'est encore un peu distordu. Ouais. C'est une conscience erronée de toute façon. Ouais. Et donc c'est pourquoi il faut passer de cette conscience conceptuelle à la réalisation directe yogique. Mais cette réalisation directe yogique, comme elle a besoin de 3 conditions, et que le non-soi n'est pas une condition parce qu'il est permanent, elle ne peut le réaliser que de manière implicite. C'est ça. Ouais, ça va? Oui, du style, il n'y a pas d'éléphant dans cette pièce, voilà. C'est un peu le même principe. Ou Ouais. la boîte aux lettres qui est vide aussi, oui, c'est ça. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'une boîte aux lettres vide, donc l'absence de courrier dans la boîte aux lettres, cette absence de courrier dans la boîte aux lettres, c'est aussi permanent que l'absence de soi autosuffisant et substantiel dans les agrégats. Ouais. Et donc, si c'est aussi permanent l'un que l'autre, ça veut dire que comment est-ce qu'on pourrait ne pas percevoir, est-ce que si quelqu'un nous demande est-ce qu'il y a du courrier dans la boîte aux lettres ou pas, ou est-ce que vous avez reçu un mail ou pas, vous êtes capable de dire oui ou non. Et donc, si vous dites non, ça veut dire que vous avez perçu l'absence de courrier dans la boîte aux lettres. Et cette absence est permanente. Et donc, vous l'avez perçue implicitement. Oui. Ouais. Oui, d'accord. Wow, bravo, 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 c'est magnifique, magnifique, parce que ça aide à comprendre beaucoup de choses. On verra chez les Prasangika qu'il n'y a pas besoin de cette distinction implicite-explicite pour la réalisation de la vacuité, même si elle est permanente. Je ne sais pas comment vraiment ils expliquent le processus, mais pour eux, une perception yogique directe de l'impermanence, de la vacuité, n'est pas implicite. Donc je ne sais pas comment ils expliquent vraiment ça, ce processus-là, il faudrait faire des recherches. Mais bon, en tout cas, c'est déjà pas mal de comprendre déjà comment les Sautrantika évoquent cela. Est-ce qu'on peut avoir une perception directe qui réalise un phénomène permanent? Oui, ça veut dire que le phénomène permanent est l'objet d'engagement, mais il n'est pas l'objet apparent. Ouais. Bravo, bravo, bravo. On y reviendra parce que c'est un petit peu difficile, mais c'est très, très utile de comprendre ça. Merci beaucoup. Franchement, bravo, bravo. Merci, merci à toi. Merci à toi. Et à 15h pour les débats. Si. À Quatre plus. heures. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Ciao. Merci à tout le monde. Ciao.